Imaginez Paris en 1878. Les rues de la ville sont remplies de lourds véhicules transportant des dizaines de passagers, mais l'air ne porte pas l'odeur familière de la suie. Au-dessus des toits ne s'élève pas de fumée noire épaisse, et les pavés ne résonnent pas sous les sabots de centaines de chevaux. À cette époque, il n'existe pas encore les fils de trolleybus que nous connaissons aujourd'hui, ils ne deviendront une réalité que des décennies plus tard. Les documents historiques officiels attribuent souvent cela à des tramways primitifs ou aux premiers prototypes de systèmes à batterie, mais les archives de brevets révèlent une toute autre réalité. Entre 1876 et 1917, un véritable flot de tramways circulait dans les rues de la capitale française, silencieux, écologique et incroyablement efficace. À la base de leur fonctionnement se trouvait de l'air comprimé. Cette technologie n'était pas une expérience éphémère. Elle a été exploitée avec succès pendant 40 ans, transportant fièrement des millions de personnes. Mais soudainement, elle a disparu presque sans laisser de traces. La cause n'était pas un échec technique ou une fiabilité douteuse, les indicateurs de performance montraient le contraire. La véritable vulnérabilité de l'air comprimé résidait dans le fait qu'il était impossible à monopoliser. Quiconque possédait une roue hydraulique ou un moulin à vent pouvait compresser l'air et remplir des réservoirs de manière autonome. Cela signifiait un accès à un combustible pratiquement gratuit, sans dépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement, et l'impossibilité de créer une pénurie artificielle pour le profit. Une telle indépendance représentait une menace directe pour ceux qui, à l'époque, bâtissaient leurs empires financiers sur le charbon et le pétrole. L'histoire du siècle pneumatique, qui aurait pu advenir, est celle d'une technologie qui fonctionnait trop bien. Dans les années 1870, les villes pouvaient être plus propres que les mégapoles modernes, mais un passage délibéré de la liberté énergétique à la dépendance, que l'on a appris à appeler progrès, a eu lieu. Les tramways pneumatiques n'étaient pas une simple théorie. Ils constituaient une infrastructure pleinement fonctionnelle. Une figure clé de cette histoire est l'ingénieur polono-français Louis Mékarski, qui a obtenu son brevet en 1876. Son génie résidait dans la résolution d'un problème fondamental de physique qui avait jusque-là bloqué tous les concepteurs de moteurs pneumatiques. Il s'agit de l'effet thermodynamique de refroidissement lors de l'expansion. Les lois de la physique sont impitoyables. Lorsque l'air comprimé passe instantanément d'une zone de haute pression à une zone de basse pression, il se dilate rapidement, provoquant une chute extrême de température. Dans les premiers modèles, cela entraînait un gel interne des moteurs. Les valves gelaient, les pistons se bloquaient et la machine tombait en panne. Les moteurs ne tombaient pas en panne par manque de puissance, mais parce que le mécanisme ne supportait pas le gel. Mékarski a trouvé une solution élégante à ce problème en intégrant un système qu'il a appelé BUOE, un réservoir intégré d'eau chauffée dans le mécanisme d'alimentation en air. Dans ce système, l'air comprimé des réservoirs passait à travers de l'eau chaude avant d'atteindre les cylindres du moteur. L'eau transférait sa chaleur à l'air en expansion, empêchant le gel et maintenant une pression stable tout au long du cycle de travail. C'était une solution techniquement parfaite, fondée sur une compréhension approfondie de la thermodynamique. Les réservoirs des tramways contenaient de l'air à une pression d'environ 75 atmosphères et le système de chauffage maintenait la température de l'eau autour de 90 degrés Celsius. Les coûts en huile pour le chauffage étaient dérisoires comparés à la quantité de charbon que consommaient les machines à vapeur de l'époque. Les résultats étaient impressionnants. Les véhicules atteignaient des vitesses allant jusqu'à 30 km/h et avaient une autonomie de 10 à 15 km entre les recharges. Des stations de compression étaient disséminées dans toute la ville, permettant aux tramways de reconstituer rapidement leurs réserves d'énergie. La capacité des wagons n'était pas inférieure à celle des fiacres, mais les coûts d'exploitation étaient considérablement réduits. La Compagnie générale des omnibus a géré avec succès cette flotte pneumatique pendant 41 ans, transportant quotidiennement des milliers de travailleurs et des tonnes de marchandises sur de nombreux itinéraires. Pourtant, en 1917, tout a pris fin. La technologie a été mise à la casse et l'infrastructure démontée. Officiellement, cela a été qualifié de modernisation et de transition vers l'électricité, mais c'est à cette époque que le pétrole a commencé à s'imposer comme le maître du monde
et que le système de transport a commencé à se transformer en un outil de contrôle global. Êtes-vous prêt à découvrir comment une technologie similaire a secrètement évolué sous les rues de New York et pourquoi son créateur a dû devenir un maître de l'espionnage pour défier un système corrompu? Malgré le succès à Paris, le chemin vers la perfection du moteur pneumatique était entravé par les lois impitoyables de la nature. Lorsque Louis Meykarsky, un ingénieur franco-polonais, commença à travailler sur son projet en 1876, il fut confronté à un problème qui avait jusqu'alors rendu l'utilisation de l'air comprimé dans le transport pratiquement impossible. Il s'agissait d'un paradoxe thermodynamique. Dès que l'air était libéré d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression pour effectuer un travail mécanique, il commençait à se dilater rapidement, accompagné d'une chute dramatique de la température. Ce processus physique transformait les premiers moteurs pneumatiques en véritables générateurs de glace. Les mécanismes internes étaient recouverts de givre, les valves gelaient complètement et les pistons se coinçaient dans les cylindres. Les moteurs tombaient en panne non pas à cause de défauts de conception ou d'un manque de puissance, mais parce que le métal ne supportait pas le froid arctique qui se formait à l'intérieur du système. Pour que la technologie devienne commercialement viable, l'ingénieur devait trouver un moyen de tromper la physique de l'expansion des gaz. La solution de Meykarsky était à la fois simple et géniale, et fut baptisée système BIOI. Il intégra dans sa conception un réservoir spécial d'eau chaude, à travers lequel passait l'air comprimé avant d'entrer dans les cylindres du moteur. En traversant ce bain thermique, l'air s'imprégnait de chaleur et de vapeur d'eau. Cela empêchait non seulement complètement le gel des mécanismes, mais permettait également de maintenir une pression et une température stables tout au long du cycle de travail. Les dessins techniques de l'époque montrent une compréhension profonde de la thermodynamique. L'air était stocké dans des réservoirs sous une pression colossale de 75 atmosphères, tandis que l'eau dans le système de chauffage était maintenue à 90 degrés Celsius. Étonnamment, pour maintenir cette température, un minuscule radiateur à huile était utilisé, consommant une quantité négligeable de combustible par rapport aux chaudières voraces des locomotives traditionnelles. Cela rendait les tramways pneumatiques de Meykarsky incroyablement autonomes et peu coûteux à entretenir. Les archives de la Compagnie de transport de Paris conservent des documents attestant que ces machines pouvaient facilement atteindre une vitesse de 30 km/h et avaient une autonomie allant jusqu'à 15 km entre les stations de recharge en ville. Les passagers de l'époque bénéficiaient d'un niveau de confort qui semblait fantastique, absence de secousses, de fumée et de bruit, tout en ayant une capacité des wagons équivalente à celle des voitures à cheval, mais sans les problèmes associés des déchets sur les routes. Le système fonctionna avec succès pendant 41 ans, devenant une partie intégrante de la vie parisienne. Cependant, pendant que les ingénieurs européens prouvaient la fiabilité de la pneumatique dans l'exploitation quotidienne, de l'autre côté de l'océan, à New York, une intrigue encore plus captivante et secrète se déroulait, où l'air comprimé devenait une arme dans la lutte contre la corruption politique. Comment, dans des conditions de stricte confidentialité, sous l'avenue la plus animée de Manhattan, une merveille d'ingénierie fut-elle construite, destinée à changer à jamais le visage des villes? En février 1870, les habitants de New York firent face à un exploit d'ingénierie qui, selon toute logique de l'époque, ne devait tout simplement pas exister. Juste sous le Broadway animé, une ligne de métro fut révélée, construite dans un secret absolu et fonctionnant à l'énergie de l'air comprimé. Le créateur de ce projet audacieux était Alfred Ely Beach, éditeur du magazine Scientific American et inventeur talentueux, dont l'histoire se transforma en un véritable récit d'espionnage industriel. Beach proposa le concept d'un métro pneumatique aux autorités de la ville dans les années 1860. L'idée était techniquement irréprochable, un tunnel hermétique à l'intérieur duquel se trouvait un wagon propulsé par un énorme ventilateur. Un puissant flux d'air poussait littéralement le véhicule, tel une capsule dans un système de messagerie pneumatique. Ce système promettait d'être rapide, efficace et ne nécessitait pas de moteur à bord du wagon. Cependant, la corruption politique, incarnée par William Marcy Tweed, connu sous le nom de Boss Tweed, s'opposa à cette avancée. Ce dernier contrôlait entièrement la politique et le système de transport de New York à l'époque.
Avec d'importants intérêts financiers dans les compagnies de tramway de surface, Tweed bloqua toute tentative de création d'un transport souterrain capable de rivaliser avec ses affaires. Conscient qu'obtenir un permis pour construire un métro était impossible, Beach prit un risque sans précédent. Il demanda officiellement une licence pour poser un petit tuyau pneumatique destiné au transport de courrier, ce qui ne semblait pas menacer les magnates du transport. Une fois les documents en main, lui et son équipe commencèrent des travaux secrets. La nuit, sous le couvert de l'obscurité, des ouvriers creusaient manuellement un tunnel de 3 mètres de diamètre et de plus de 95 mètres de long, juste sous l'un des avenues les plus fréquentées de Manhattan. Pour ne pas éveiller les soupçons, des tonnes de terre extraites étaient évacuées par le sous-sol d'un magasin de vêtements ordinaire. Le résultat de ce travail clandestin était époustouflant. Le revêtement en briques du tunnel était réalisé avec une telle précision que les bâtiments au-dessus ne subirent aucun dommage. Au cœur du système se trouvait un énorme ventilateur de 50 tonnes, capable de créer un flux d'air suffisant pour déplacer un wagon de 3 tonnes à une vitesse de 16 km à l'heure. Le wagon, pouvant accueillir 22 passagers, était l'incarnation du confort et du luxe. Des sièges moelleux, un éclairage au gaz et de délicates fenêtres. Lorsque Beach ouvrit enfin le métro au public, la réaction fut enthousiaste. La station d'attente ressemblait davantage à un salon luxueux qu'à un nœud de transport. Les murs étaient ornés de fresques, un piano trônait dans la pièce, un fontaine et même un aquarium ajoutaient à l'ambiance. Ce n'était pas une expérience rudimentaire, mais une démonstration de ce que pourrait être l'avenir du transport urbain. Des milliers de personnes montèrent à bord du train pneumatique, et la presse qualifia le projet de métro du futur. Beach était prêt à étendre le réseau sous tout Manhattan et avait déjà trouvé des investisseurs pour réaliser un plan de 5 millions de dollars. Mais le triomphe de l'ingénierie se heurta à la réalité implacable de l'influence politique, transformant ce succès en une page oubliée de l'histoire. Comment la machine politique de New York réussit-elle à détruire un projet qui avait déjà prouvé son efficacité? Et pourquoi les citoyens durent-ils payer le prix de cette victoire des intérêts privés par des décennies d'attente? Voulez-vous continuer et découvrir comment le boss Tweed mit un terme à l'avenir radieux de cette métropole? Le triomphe d'Alfred Beach fut de courte durée, car il se heurta à une force qu'il était impossible de vaincre uniquement par des calculs d'ingénierie. À New York, à la fin du XIXe siècle, le véritable pouvoir n'appartenait pas à la loi, mais à la machine politique de Tammany Hall, dirigée par William Tweed. Pour le boss Tweed et son entourage, tout projet public était considéré uniquement comme une source d'enrichissement personnel. Le métro pneumatique de Beach était trop transparent, trop autonome et surtout ne permettait pas à Tweed de contrôler les flux financiers qu'il avait déjà répartis entre ses alliés dans le secteur des transports terrestres. Exerçant son influence colossale, Tweed réussit à faire en sorte que le gouverneur de l'État oppose son veto au projet d'extension du réseau souterrain de Beach. La raison officielle invoquée était la préoccupation pour la sécurité des fondations des bâtiments, alors qu'en réalité, il s'agissait d'une exécution politique d'une technologie prometteuse. Lorsque Tweed se retrouva lui-même au cœur d'un scandale de corruption et perdit son pouvoir, le projet de Beach ne reçut pas une seconde chance. L'année 1873 arriva, marquée par une profonde crise économique qui priva définitivement le projet d'investissement. La luxueuse station, avec son piano et sa fontaine, fut mise en sommeil et le seul wagon demeura figé dans le tunnel sous Broadway pendant des décennies. Ce n'est qu'en 1912 que des ouvriers, construisant une nouvelle ligne de métro, le découvrirent par hasard, une capsule temporelle rappelant un avenir qui aurait pu se réaliser 40 ans plus tôt. Cependant, derrière les intrigues politiques locales de New York se cachait un processus plus vaste. La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle furent une époque de formation de monopoles énergétiques mondiaux. John Rockefeller et d'autres magnates du pétrole bâtissaient un empire où chaque kilomètre de route devait être payé par l'achat de combustibles fossiles. L'air comprimé, qu'il était possible d'obtenir presque gratuitement en utilisant la force du vent ou de l'eau en chute, représentait une menace existentielle pour ce modèle. C'est pourquoi l'année 1917 devint une date symbolique marquant le déclin définitif du transport pneumatique dans les grandes villes. Alors que le monde était absorbé par des conflits globaux, une modernisation silencieuse s'opéra.
Des systèmes écologiques et durables furent remplacés par ceux nécessitant un achat constant de combustible ou une production électrique centralisée complexe. La pneumatique n'avait pas perdu en efficacité, elle avait perdu en capacité à générer des super-profits pour un cercle restreint de personnes. Mais même lorsque les villes renoncèrent officiellement à l'air au profit de l'essence, cette technologie ne disparut pas complètement. Elle s'éclipsa là où l'utilisation de moteurs à combustion interne était mortellement dangereuse et où la fiabilité était plus valorisée que les slogans marketing. La pneumatique trouva son dernier refuge profondément sous terre et dans des systèmes de communication secrets, devenant le squelette invisible du monde industriel. Comment l'air comprimé continua-t-il à servir l'humanité dans l'obscurité totale des mines? Et comment des mégapoles entières furent-elles gérées pendant des décennies à travers un Internet physique dissimulé dans des tuyaux? Lorsque le transport terrestre a été définitivement conquis par les corporations pétrolières, l'air comprimé a trouvé refuge dans des conditions si extrêmes que la vie humaine dépendait littéralement de la pureté de l'énergie. Les mines et les tunnels profonds sont devenus les derniers bastions de la pneumatique. Dans l'espace confiné des souterrains, l'utilisation de machines à vapeur était impossible à cause de la fumée suffocante, et les premiers moteurs à combustion interne représentaient une menace mortelle d'explosion de gaz de mine à la moindre étincelle. C'est ici que les locomotives pneumatiques se sont révélées être des travailleurs idéaux. Non seulement elles ne consommaient pas d'oxygène, mais en plus, à chaque cycle de fonctionnement, elles rejetaient dans l'espace de l'air frais et froid, améliorant ainsi la ventilation pour les ouvriers. Ces puissantes machines étaient capables de tirer des convois pesant jusqu'à 100 tonnes, fonctionnant dans l'obscurité totale et l'humidité pendant des décennies. Dans certaines mines européennes et américaines, de tels systèmes sont restés le principal mode de transport jusqu'au milieu des années 1950, prouvant qu'en conditions extrêmes, la fiabilité et la sécurité l'emportent sur le profit marketing. Cependant, le plus grand monument à cette technologie est devenu le réseau pneumatique de Paris. Alors qu'à la surface, les moteurs rugissaient, sous les pavés de la capitale française s'étendait un véritable Internet physique. Dans les années 1930, la longueur de ce système de tuyaux atteignait des proportions colossales de 400 km. C'était une infrastructure complexe qui reliait bureaux de poste, bâtiments gouvernementaux et banques. Des capsules contenant des documents et des lettres circulaient dans la ville à une vitesse qui semble aujourd'hui incroyable. Le courrier pouvait traverser la métropole en quelques minutes, sans connaître les embouteillages ni les conditions météorologiques. La poste pneumatique de Paris était si efficace qu'elle est restée en service jusqu'en 1984. Pendant plus d'un siècle, la ville a compté sur l'énergie de la pression, fonctionnant silencieusement et discrètement. Ce réseau était un prototype de communication instantanée, réalisé dans le métal et l'air. Mais Paris n'était pas seul. Des systèmes similaires fonctionnaient à Londres, Berlin, New York et Prague. C'était une démonstration vivante de la capacité de la pneumatique à soutenir la vitalité d'une métropole entière pendant un siècle sans un gramme de combustible fossile directement dans les moteurs des consommateurs. Mais si la technologie était si durable qu'elle a fonctionné plus de 100 ans sans remplacement majeur de concept, pourquoi ne voyons-nous pas aujourd'hui sa continuation? La réponse réside dans le conflit entre la perfection technique et le modèle économique de consommation. Comment le monde a-t-il choisi le chemin des mécanismes conçus pour tomber en panne, et pourquoi la durabilité est-elle devenue le principal ennemi du profit? C'est ce que nous explorerons dans la prochaine partie de notre enquête. À suivre, comment la stratégie de l'obsolescence programmée et la mathématique économique de Rockefeller ont évincé un mode de transport capable de servir des générations. La principale raison pour laquelle le transport pneumatique n'a pas survécu jusqu'à nos jours réside dans un conflit fondamental entre la qualité d'ingénierie et le profit économique. Les moteurs pneumatiques possédaient une caractéristique qui semble aujourd'hui inimaginable pour un fabricant. Ils étaient pratiquement éternels. Contrairement aux moteurs à combustion interne, où des milliers de micro-explosions détruisent le métal chaque minute, provoquant friction, suie et surchauffe, le piston pneumatique fonctionne dans un environnement froid et propre. L'usure des pièces dans un tel système est minimale. Les archives conservent des données sur des locomotives qui ont fonctionné pendant 50 ans sans réparation majeure, nécessitant seulement une lubrification régulière.
Pour l'économie industrielle émergente du début du XXe siècle, une telle durabilité était un véritable fardeau. Si vous vendez un véhicule qui dure un demi-siècle, votre marché se sature trop rapidement. C'est à cette époque que la notion d'obsolescence planifiée a commencé à prendre forme. Le modèle économique, élaboré par des magnates du pétrole comme Rockefeller, ne se contentait pas de vendre un moyen de transport, mais visait à créer un cycle de consommation infini. Le moteur à combustion interne s'inscrivait parfaitement dans ce schéma. Il est complexe, nécessite un entretien fréquent, le remplacement de nombreux consommables et surtout, il lie le propriétaire à la station-service. Le mythe de la densité énergétique, souvent utilisé pour discréditer l'air comprimé, était un outil pratique pour les lobbyistes. On prétendait que l'air occupait trop d'espace et fournissait trop peu d'énergie. Cependant, en pratique, les tramways parisiens et les tracteurs miniers prouvaient le contraire. Pour les besoins urbains et le transport de charges lourdes, cette puissance était largement suffisante. Le véritable problème résidait dans la décentralisation. L'air comprimé est une énergie démocratique. Il ne peut pas être coupé par une vanne à l'autre bout du continent, ni soumis à une taxe exorbitante sur l'extraction, tant que l'on a accès à une source de force mécanique. En conséquence, le monde a opéré un grand échange. Nous avons échangé indépendance et tranquillité contre vitesse et complexité. Le recul a été soigneusement emballé dans un emballage de progrès. Au lieu de perfectionner les systèmes de stockage d'air, les investissements ont été orientés vers la complexification des systèmes à essence. Cela a conduit à ce qu'à la moitié du XXe siècle, le souvenir même de l'existence d'une autre voie ait été pratiquement effacé des manuels d'histoire et d'ingénierie. Ce qui est le plus frappant, c'est qu'une décennie avant ce dénouement, l'un des esprits les plus visionnaires de l'humanité avait déjà envisagé ce scénario. Son manuscrit, prédisant le triomphe et l'oubli subséquent d'un avenir pneumatique, a été délibérément caché aux yeux du public comme une prophétie dangereuse qui ne devait pas se réaliser. Quel avenir pour nos villes Jules Verne avait-il prévu en 1863 et pourquoi sa vision s'est-elle révélée trop risquée pour les éditeurs de son époque ? Peu de gens savent que bien avant que les géants du pétrole ne commencent à dicter leurs conditions au monde, le plus grand visionnaire du XIXe siècle, Jules Verne, avait déjà décrit un avenir que nous avons perdu. En 1863, il acheva son roman « Paris au XXe siècle », dans lequel il prédisait un monde des années 1960. Sa vision était étonnante, une ville traversée par un réseau de trains silencieux fonctionnant à l'air comprimé. C'était une métropole propre et high-tech, où les transports ne polluaient pas la vie des gens. Pourtant, l'éditeur de Verne, Pierre-Jules Hetzel, rejeta le manuscrit, le qualifiant de trop invraisemblable et sombre. Le livre ne fut retrouvé qu'en 1989 dans le coffre-fort de l'arrière-petit-fils de l'écrivain, devenant un témoin silencieux que l'avenir pneumatique n'était pas une utopie, c'était un plan jugé gênant. La tragédie de cette histoire réside dans le fait que nous avons pris l'habitude de mesurer le progrès uniquement par la complexité et la puissance, oubliant l'objectif initial des technologies, servir l'humanité sans détruire son environnement. Paris des années 1870, avec ses tramways silencieux et son service postal pneumatique efficace, était en quelque sorte plus avancé que les métropoles modernes, étouffées par les embouteillages et la pollution. À cette époque, les ingénieurs concevaient des systèmes capables de fonctionner pendant des décennies, s'appuyant sur des ressources inépuisables de la nature, plutôt que sur des chaînes d'approvisionnement mondiales en combustible. L'ère pneumatique ne s'est pas terminée par un échec. Elle a été interrompue artificiellement. Le choix en faveur de l'essence et du charbon n'était pas dicté par une supériorité technique. C'était un choix en faveur du contrôle sur l'indépendance. Nous avons échangé le silence de nos rues contre le rugissement des moteurs et la liberté énergétique contre des conflits géopolitiques pour les ressources. L'histoire des trains sans charbon ni pétrole prouve que l'humanité avait une chance de suivre un chemin d'harmonie avec la physique et l'écologie. Et cette chance n'a pas été perdue par manque de connaissances. Elle a été vendue pour le profit. Aujourd'hui, alors que le monde se trouve à nouveau à la croisée des chemins énergétiques, l'expérience de Mekarsky, Beach et d'autres pionniers de la pneumatique prend une nouvelle valeur.
Leur héritage nous rappelle que le véritable progrès n'est pas toujours la création de quelque chose de plus complexe. Parfois, il s'agit de revenir à des solutions élégantes et propres que nous avions entre les mains il y a 1 siècle et demi. La question est de savoir si nous sommes prêts aujourd'hui à choisir l'indépendance que nous avons jadis jugée trop dangereuse pour l'économie de marché. Après tout, l'air, contrairement au pétrole, appartient encore à tous. L'histoire prend véritablement vie au moment où on la raconte. Abonnez-vous à la chaîne, car il est fort probable que vous n'ayez encore jamais entendu ce qui va suivre.